C'est le scandale qui éclabousse depuis une semaine le monde politico-financier et même celui des stars. C'est bien sûr les Panama Papers. Voilà, des révélations fracassantes, une masse de données impressionnante, 11,5 millions de fichiers qui ont été transmis par un des plus gros cabinets qui travaille sur ces sociétés offshore. Alors messieurs, vous allez nous rassurer, on n'a pas trouvé vos noms encore dans les fichiers. Un commentaire Thibaut justement sur cette masse d'informations. Est-ce que c'est la fin des paradis fiscaux d'avoir justement ces fameux lanceurs d'alerte ? Oui, je ne sais pas si j'ai une expertise particulière là-dessus, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une tendance qui se dessine depuis quelques années, qui avait commencé avec la Suisse et qui commence à être de plus en plus claire. Donc le message qu'essaient d'envoyer les autorités, c'est que le jeu commence à plus en valoir la chandelle d'aller se cacher dans des paradis fiscaux et les méthodes effectuées commencent à sembler assez convaincantes. C'est-à-dire que l'impression que ça donne, c'est quand même que ça ne devient pas très facile de cacher de l'argent. Donc à ce niveau-là, il y a probablement quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est une réussite. Ce qu'il faut noter par contre, c'est que cette réussite a plus l'air de se baser sur des dénonciations à gauche, à droite, que sur une action gouvernementale qui aurait plutôt enlevé ce genre de pays des listes de paradis fiscaux. Donc la méthode est assez inhabituelle ou étonnante. En revanche, à première vue, oui, ça semble efficace. Oui, ces lanceurs d'alerte, c'est vrai que c'est nouveau. Il y a même un statut qui a été lancé. C'est les États-Unis d'ailleurs qui ont commencé à lancer ça. On avait vu avec l'affaire des Wikileaks. Maintenant, Panama Papers, ça va dans le bon sens, David Calfon ? Oui, toujours, mais idéalement, on irait vers une action où les gouvernements commenceraient à harmoniser déjà la fiscalité, ce qui permettrait de laisser moins de temps aux entreprises pour réfléchir à où se diriger pour payer le moins d'impôts possible et tout simplement à développer leur business. En tout cas, on verra effectivement si le jeu en vaut la chandelle ou pas. Une personnalité qui est bien embarrassée, c'est évidemment David Cameron avec de nouvelles révélations ce week-end. Il a été obligé de faire la transparence complète sur ces 6 dernières années, ses comptes. Voilà, le Premier ministre britannique. Pourquoi c'est embêtant ? Ça fait le lien avec le marché, Thibaut. C'est que évidemment, on rentre dans la campagne, allez, on ne veut pas dire contre le Brexit ou pour le Brexit, mais c'est vrai que ça joue l'avenir du Royaume-Uni. David Cameron est en mauvaise posture actuellement. Oui, c'est vrai qu'après, c'est une thématique où la personnalité de David Cameron est particulièrement importante. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ce deuxième trimestre va être animé par le Brexit. C'est une des grosses thématiques parce qu'on a le sentiment à nouveau d'être sur un jeu perdant-perdant. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident que qui que ce soit ait grand-chose à gagner là-dessus, d'autant plus que les implications de court terme ne sont pas évidentes, que le Royaume-Uni n'est quand même pas complètement intégré, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'Europe telle qu'on la voit aujourd'hui, et qu'en revanche, ça pourrait créer beaucoup de difficultés, principalement pour le Royaume-Uni. Et on sort à peine d'une campagne sur l'Écosse. Il est évident que si le Royaume-Uni décidait de sortir, ça relancerait ce genre d'événement, alors même que d'autres pays commencent à avoir leur logique propre ou leur difficulté à former des gouvernements. C'est un signal assez délicat. Alors on a déjà eu ces discussions-là sur l'Écosse, sur l'Espagne, sur la Grèce, pour à chaque fois finalement des impacts marchés extrêmement faibles. Là, on est quand même sur un test qui paraît un peu plus important. Donc plus de volatilité à la clé peut-être, David Calfon ? Oui, mais d'ailleurs, on le voit déjà sur le marché des changes. L'évolution de la livre sterling est quand même sans appel. C'est une monnaie qui est en chute libre. Mais c'est vrai que les implications sont quand même très très négatives pour l'Angleterre. Parce que si on imagine un Brexit, la Banque d'Angleterre va se retrouver avec une situation qui est assez détestable, c'est-à-dire de l'inflation importée à cause d'une monnaie qui est tombée très basse, et un recul de l'activité qui va être certainement impacté. De nombreuses banques ont déjà dit qu'elles seraient obligées de transférer leur siège social en dehors des États-Unis. Si vous faites ça, ce sont des milliers d'emplois qui quittent Londres, impact aussitôt sur le marché de l'immobilier londonien, etc. Alors je sais bien que Londres, ce n'est pas l'Angleterre, mais c'est quand même une grosse partie de l'activité économique du pays. Donc effectivement, quelque chose qui est assez... Allez, petit tour de table, est-ce que vous y croyez à ce Brexit, David Calfon ? Est-ce qu'on va être comme dans l'Écosse, voilà, beaucoup de bruit pour rien, ou du moins du bruit aussi sur les marchés ? J'ai l'optimisme de ne pas y croire, mais j'avoue que c'est quand même très très incertain. Thibaut ? Moi, je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je note juste, qui me paraît important, c'est qu'on l'a vu sur le référendum sur l'Écosse, toutes les personnes âgées étaient contre une sortie avec cette vision historique d'appartenance, et tous les jeunes étaient pour une sortie parce qu'ils ne se sentent pas liés par ce genre de frontières faites par leurs aînés, par des technocrates. Et avec une population qui est contre, qui commence à vieillir et qui augmente, ce genre de référendum risque d'être de plus en plus difficile à gagner, et si la question est refusée, elle risque de se reposer. Et c'est ça qui nous attend pour les années à venir et qui m'embête un peu plus que ce référendum ponctuel. Bon, on verra donc la campagne pour le Brexit qui démarre et le référendum c'est fin juin. Messieurs, on parle du marché également, évidemment ce marché qui est agité, on le sait, par des catalyseurs, ce sont les discours des banquiers centraux. Alors Mars a été fourni à ce niveau-là.
Et puis bien sûr le pétrole qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés en ce moment. Il suffit de regarder la direction finalement du baril pour savoir ce que fait le marché. Corrélation assez inédite, David Calfon. Oui, en tous les cas, ce n'est pas celle qu'on a appris dans nos cours de finance et d'économie à l'école. Très clairement, on est toujours parti du principe qu'un pétrole plus bas, c'était quand même globalement positif pour l'économie, même si ça fait souffrir 10% de producteurs, ça bénéficie quand même à 90% de consommateurs. Et là, effectivement, on se retrouve dans une situation où on vous dit que le pétrole a baissé trop vite, trop fort, ce qu'on veut bien croire. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on se dirige quand même vers une espèce de stabilisation. On sent bien qu'il y a des seuils de douleur. 25 $, très clairement, ça met tout le monde très mal à l'aise. D'un autre côté, il faut quand même voir que cette ressource est devenue beaucoup plus élastique dans sa production. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus facilement le gaz de schiste, ouvrir le robinet, le fermer. Donc ça va également caper l'évolution des prix du pétrole. En revanche, qu'on se stabilise dans une fourchette comprise quelque part entre 35, 45 ou 40 et 50, je ne suis pas un expert du pétrole, ça paraît quand même le scénario le plus probable avec, vu la violence du mouvement qu'on a eu, effectivement des oscillations qui restent encore importantes mais qui devraient quand même se calmer. Si je vous en parle évidemment, c'est qu'on a cette fameuse conférence de Doha le 17 avril, donc ça approche dans une semaine tout juste. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que ça sera un facteur de stabilisation ou de déstabilisation, Thibaut Prévet? C'est difficile à dire, la stabilisation elle est déjà là. C'est-à-dire le sentiment qu'on a, il est assez simple, c'est que la moyenne historique du baril est plus proche des prix actuels que des 100 $ qu'on a vu pendant quelques années, et l'anomalie est peut-être plus dans cette période-là que dans la période actuelle. On a un retour à la normale finalement. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on voit clairement, c'est qu'à 25, personne n'est à l'aise et que dès qu'on arrive vers les 40, tout d'un coup, certains membres de l'OPEP nous disent « je ne sais même pas si j'aurai le temps d'aller à Doha, j'ai un gros agenda », ce qui est quand même un gag. Donc on voit bien que vers les 25, il y a une situation d'inconfort global. Vers les 40, on arrive vers les niveaux où on a les perspectives d'avoir des déséquilibres budgétaires un peu moins forts pour les pays producteurs et malgré tout un gaz de schiste qui ne peut pas revenir sur le devant de la scène. Donc on a le sentiment que vers ces niveaux-là, ça peut ne rien donner. En revanche, dès que ça rebaissera, on aura une pression. Donc, a priori, la situation paraît un petit peu plus stabilisée, un peu comme pour la Chine, et moins perturbatrice pour les marchés financiers. En revanche, même si cette idée paraît positive, on n'a pas encore aujourd'hui lié ça à une décorrélation des marchés. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, comme vous le disiez, à avoir des marchés qui montent sur des fondamentaux de marché et non pas sur des éléments matières premières. Donc, une situation qui paraît un peu plus saine qu'elle ne l'a été, mais qui aujourd'hui reste malgré tout le thermomètre des marchés, ce qui n'est pas normal et n'est pas bon signe à long terme. La Chine, le pétrole, les États-Unis, possible récession, voilà les thèmes qui ont agité ce premier trimestre, extrêmement compliqué, avec un début d'année quand même assez catastrophique sur les marchés. Ça va mieux. Quels sont les facteurs de risque aujourd'hui, David Calfon, ce que vous surveillez en particulier? Nous, ce que l'on regarde de près, c'est la dynamique bénéficiaire des différents marchés actions. Car ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'au niveau mondial, on est quand même dans ce qu'on appelle une récession des bénéfices. C'est-à-dire que les bénéfices commencent à être révisés à la baisse et à baisser de plus en plus. Donc ça, c'est toujours une situation assez inconfortable pour les marchés actions parce que ça a un impact direct sur les valorisations. Si on prend l'exemple des États-Unis, qui est quand même le marché directeur, aux États-Unis, on a quoi? On a des entreprises qui ont quand même globalement du mal à avoir une croissance du chiffre d'affaires extrêmement élevée. On a en revanche des salaires qui commencent à augmenter et qui commencent à augmenter de plus en plus vite. Donc très clairement, les marges qui étaient à des plus hauts historiques sont un petit peu menacées. Alors quand on a des marges menacées et qu'on se traite sur des multiples qui ne sont pas particulièrement peu chers, qui ne sont pas non plus exubérants. Il y a un risque de décrochage. Mais voilà, il y a toujours un risque d'une zone d'inconfort, on va dire. Sur les États-Unis, Thibaut Prévet, un avis justement, là on en fait trop. Il y a la saison de résultats quand même qui démarre. On va avoir Alcoa. Ce n'est pas votre spécialité, les actions. Non, mais bon, on a quand même un avis au sein de Financière Bevel, particulièrement pour la gestion diversifiée. Moi, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je pense que l'analyse est tout à fait juste. C'est difficile de voir des perspectives de forte hausse des actions américaines et une correction basée sur des hausses de taux qui rendent les multiples plus difficilement soutenables et des problèmes de marge et donc de bénéfices qui s'érodent un peu, semble pouvoir être dans les cartes. Pour autant, une catastrophe me paraît douteuse. Bon, tous les ans, on nous parle de récession, on a parlé de double dip, de triple dip, de machin. Tous les ans, quelqu'un nous parle de récession américaine.
sur des arguments en fait, qui sont un peu du data mining. C'est-à-dire qu'on regarde les historiques, on dit normalement, quand les taux sont à ces niveaux, c'est qu'il y a une récession. Normalement, tous les 8 ans, il y a une crise. Tous les 8 ans, voilà. Mais ça, c'est oublier le fait que la situation de cycle actuel est totalement spécifique, qu'elle n'a jamais existé parce que les réactions de quantitative easing n'ont jamais existé, et que vouloir à tout prix la comparer à des choses passées, ça me paraît plus farfelu que d'un raisonnement fondamental. Donc, non, des récessions, des grosses crises, je ne vois pas dans les cartes, mais l'idée par contre qu'on est peut-être un peu topish à la fois en termes de profit et en termes de valorisation, c'est quelque chose qui sur le marché américain me paraît possible. Ouais. Dans la macroéconomie, c'est vrai qu'on a les banques centrales à la manœuvre. La micro, on va s'y intéresser, je disais, saison des résultats qui débute avec apparemment des prévisions de croissance de bénéfices en baisse. C'est ce qui se dit, oui, vous n'avez pas d'informations là-dessus. Bon, on va voir dans un instant, effectivement, messieurs, vos allocations préférées. Qu'est-ce qu'on fait pour ce deuxième trimestre? On va également en parler des émergents et du Japon. Ce sera dans la deuxième partie du débat dans un instant.